On s'intéresse cette fois à la fermeture des carrières de sable de Dubreka. Celle-ci paralyse depuis 2 semaines déjà les activités sur les chantiers de construction dans le Grand Conakry. Une décision prise à la suite d'une alerte relative à la destruction de l'environnement dans la zone. Nous en parlons avec Mamadou Alpha Badé, les journalistes spécialistes des questions de développement durable. Il est en direct, j'y arrive. Bonjour et bienvenue Alpha. Bonjour Arissatou et bonjour à tous les collègues qui sont en studio. Alors nous avons appris que les carrières de sable sont fermées depuis 2 semaines déjà et le constat est alarmant sur le terrain selon ce que nous apprenons et c'est le département justement de l'environnement qui aurait attiré l'attention sur cette réalité. Oui, mais depuis belle lurette, le département attire l'attention des responsables à tous les niveaux sur ce danger, sur le fait qu'il n'y a souvent pas d'études poussées avant d'ouvrir des carrières. Il faut savoir que dans la zone de Dubreka, aujourd'hui, des carrières sont ouvertes de façon assez anarchique parce qu'il y a des petits intérêts derrière souvent. Donc on ne respecte pas forcément la procédure. Vous allez voir aujourd'hui, je crois qu'il y a environ... En tout cas, une dizaine, entre 8 et 10 carrières dont les activités sont suspendues aujourd'hui, puisque généralement, ces carrières n'ont pas de documents qui prouvent que voilà, elles sont là installées de façon légale. Il y a parfois même des opérateurs étrangers qui passent par des Guinéens pour venir avec des machines, les poclins que vous connaissez, les pelleteuses et autres, qui décapent partout, mais sans réelle étude d'impact environnemental. Dans la zone de Tongobof, par exemple, on a été, c'est dans Dubreka et même Libita, vous allez voir des carrières qui sont ouvertes juste à côté, par exemple, des lignes de transport d'électricité pour Conakry, les lignes de Kaleta qui sont menacées de ce côté-là. Et les spécialistes nous disent que, par exemple, quand un pylône est menacé, en tombant, il tombe avec au minimum un pylône devant et un pylône derrière. Donc imaginez le danger que ça fait. Aujourd'hui, on est en train de gratter sur ces pylônes-là parce que tout simplement, les gens évoluent sans respect. Ils sont poussés par peut-être l'appât de gain et tout ce qui se passe. En violation flagrante, par exemple, de l'article 27 du Code de l'environnement qui stipule que l'évaluation environnementale stratégique est réalisée en amont de tout processus de développement pour examiner la portée, la nature des effets environnementaux et socio-économiques. Je parle de socio-économique, je n'ai pas lu tout l'article, mais je parle de socio-économique parce que quand vous prenez une carrière de sable, par exemple, sa valeur économique évaluée à 1 million, c'est juste une évaluation, ça vaut beaucoup plus. Après exploitation, qu'est-ce qu'il faut investir pour la réhabilitation, pour la restauration? Si la restauration coûte plus cher que l'exploitation, elle ne doit pas s'ouvrir en principe. Mais c'est souvent ces aspects-là qui ne sont pas pris en compte. Et malheureusement, c'est un constat, que ce soit à Dubreka, que ce soit à Koya, où il y a aussi des mines de carrières de granit qui explosent dans des zones aujourd'hui habitées, la zone de Manéa par exemple. Mais tout cela nous ramène à quand même cette complémentarité, par exemple, entre environnement et mine. Quand on parle de carrière, c'est avant tout une question minière. Les inspections dans ces départements-là, parce qu'il y a eu des dénonciations du ministère de l'Environnement, mais cette fois, la suspension est venue parce que des gens beaucoup plus haut placés ont attiré l'attention de ces deux départements pour dire attention, alors, il y a une pagaille. Si vous permettez, Boy, rapidement. Alpha, sur le plan de l'environnement, on parle de perte d'habitat faunique, on parle de pollution des eaux, on parle de mauvaise gestion des déchets, on parle même de déversement d'hydrocarbures. Tout ça semble très grave, Alpha. Oui, il y a eu le département de l'environnement, un service de laboratoire qui a été faire un travail beaucoup plus poussé, beaucoup plus structuré sur le terrain. Effectivement, ces constats sont aujourd'hui prouvés et documentés. Malheureusement, encore une fois, les gens ne veulent pas, on ne voulait pas réagir. On préfère toujours venir après dégâts, alors qu'on aurait pu anticiper. On peut bien faire des exploitations, mais dans les règles de l'art, on peut venir faire des études, savoir qu'on peut exploiter ici, on ne peut pas exploiter par là, et aller exploiter où les impacts vont être assez minimes. Alors, Mamadou Alpha, moi je voudrais quand même vous faire réagir par rapport aux taxes que payent ces carrières. Nous savons que l'extraction du granit aujourd'hui est dopée par, disons, le boom de l'immobilier en Guinée, puisque à Conakry, les maisons, les villas, les immeubles, ça pousse comme des champignons. Mais quand vous prenez par exemple la répartition des taxes que les exploitants de ces carrières payent selon un arrêté conjoint du ministère de l'économie et des finances, mais aussi le ministère des mines et de la géologie, nous savons que le granit
est à 2 dollars le mètre cube. Mais quand vous prenez la répartition, on dit au niveau de la commune, c'est 15%. Au niveau de la préfecture, 25%. Au niveau du fonds minier, 30%. Au regard de ces pourcentages, est-ce que cela ne fait pas que même nos élus locaux, dans les préfectures ou dans les mairies, en tout cas, ferment les yeux sur l'anarchie que cela cause dans l'exploitation justement de ces carrières? Voilà, vous nous ramenez au code minier en son article 162 qui parle des taxes et substances de carrière. Il faut savoir que effectivement la clé de répartition, elle existe. Et si vous voyez que souvent, ça ne crie pas en tout cas au bas de l'échelle, c'est parce que chacun a son pourcentage. Parfois, les communautés sont lésées sans le savoir. Mais généralement, quand vous prenez les mairies ou les communes, quand vous prenez les directeurs préfectoraux des mines, parce qu'il faut le dire, et même parfois des autres structures qui sont aussi mêlées à la chose, chacun gagne quelque chose. Et vous avez vu parfois des directeurs préfectoraux des mines qui sont plus puissants, par exemple, que des inspecteurs qui peuvent venir sur le terrain, qui peuvent parfois rien faire contre eux. On a connu ces pratiques-là de par le passé. Je ne dis pas que ça existe aujourd'hui. C'est peut-être ce qui a même amené cette suspension ou ce grand débrayage. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, il y a ces répartitions, mais est-ce que l'exploitation réellement, les gens payent correctement vu tout ce qu'il y a comme impact environnemental? Parce que si l'exploitation coûte moins cher que la réparation, il n'y a aucun intérêt à exploiter. C'est ça le problème un peu. Et qu'en est-il de la réunion justement? On apprend que ces exploitants, on a appris hier soir, sont convoqués aujourd'hui au ministère des Mines pour discuter justement de cette situation. Oui, vous savez, la justice est déjà mise en action. Il y a une information judiciaire qui est ouverte par les autorités de la justice parce que on a constaté qu'il y a quand même des complicités à la base. Nous, on a été par exemple sur le terrain, mais on n'avait aucun responsable local avec nous. Ils ont tous pointé absent. Ça veut dire quand même à un moment donné, soit que ça ne les intéresse pas trop, soit qu'ils se sentent peut-être mêlés à quelque chose. Il y a des poursuites qui sont aujourd'hui enclenchées. Notamment contre un cadre du ministère des Mines. Le directeur national des Mines. Voilà, donc ça, je crois que c'est officiel. Il y a vraiment ces enquêtes qui vont dans ce sens-là, mais c'est surtout pour essayer de trouver, peut-être, d'éclaircir les choses, situer les responsabilités, parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que quelqu'un réponde de quelque chose. Ça ne peut pas continuer. Mais figurez-vous, même dans des zones comme Sigiri, comme Mandiana, à Mandiana, on a vu récemment une société minière qui exploite. Ça fait 2 ans, elle continue d'exploiter. Elle est là-bas depuis 2015. Ça fait 2 ans que son certificat de conformité environnementale est arrivé à expiration, mais ils n'ont pas renouvelé et ils continuent d'exploiter. Et souvent, ces responsables, ou en tout cas les directeurs qui sont sur le terrain, ils sont moins puissants, ils ne peuvent pas suffisamment agir. Il y a une rencontre d'urgence qui a été convoquée ce matin. Je crois qu'elle a déjà démarré. Actuellement, elle est en cours pour essayer de situer les responsabilités et trouver une solution durable à ce problème. Et en termes de restauration, que prévoit le département de l'environnement? Il faut d'abord qu'il y ait suspension, après qu'il y ait arrêt total là où on ne peut pas exploiter. Il y a des propositions aujourd'hui. Quand vous prenez ces groupes, ces cratères ouverts un peu partout, à ciel ouvert, il y a même des petits lacs qui se sont formés. Quand vous prenez la zone de Dubreka, il y a beaucoup de sources qui sont menacées aujourd'hui. Des gens ont été jusqu'à couper le lit d'un cours d'eau pour continuer à trouver du sable beaucoup de meilleure qualité devant. Vous voyez un peu combien de fois les gens sont prêts à aller plus loin, et on peut se dire quand même que les services de l'environnement soit n'ont pas été associés à ça, soit ont été complices de la chose, parce que là même un profane sait qu'on ne peut pas empêcher une rivière de suivre son cours normal pour aller chercher du sable devant. Donc il y a des propositions aujourd'hui, par exemple, où il y a de gros cratères qu'on ne peut pas refermer totalement, d'en faire par exemple des étangs piscicoles. C'est possible aujourd'hui, on peut y introduire du poisson. Il y a des pentes qui sont assez raides, on peut les adoucir et procéder à des restaurations d'urgence, notamment le reboisement. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais le risque d'érosion est très fort dans ces zones-là, et la réparation pourrait coûter très cher. Et on vous a bien compris. Une dernière question, oui, une dernière question, rapidement. Quelle est la place des gardes de la nature dans tout cela? On ne comprend rien. Et pourtant, c'est des corps qui existent. Oui, c'est un gros problème. Vous savez, les conservateurs de la nature ont un travail qui est assez complexe
parfois ils disent qu'ils sont en sous-effectif, mais ça n'explique pas, ça ne les dédouane pas de ce qui se passe. À un moment donné, est-ce qu'ils ont remonté les informations à leur hiérarchie à travers le directeur préfectoral de l'environnement? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Vous avez parlé de complicité tout à l'heure. Cette rencontre qui se tient actuellement pourrait peut-être situer les responsabilités. Qui a fait quoi? Parce que dans l'administration, il faut aussi écrire. À un moment donné, un responsable local, ce qu'il peut faire, c'est attirer l'attention de sa hiérarchie. Si ça a été fait, ça peut dédouaner certains cadres, mais pour l'instant, il est trop tôt de dire quoi que ce soit sur ce sujet. Grand merci à vous donc, Mamadou Alpha Baldé, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste donc des questions de développement durable. Merci beaucoup. On l'a écouté, et vous l'avez rappelé, le directeur national des mines qui est poursuivi dans cette affaire. Oui, quand j'ai vu cet article, j'étais un peu étonné, puisque quand j'apprends qu'il y a par exemple des sociétés installées pour l'exploitation des carrières dont le ministère n'est pas informé et que c'est le directeur national des mines qui est au courant, aujourd'hui c'est un problème. Aller vers Dubreka et l'environnement est complètement détruit. Parfois on se demande, est-ce qu'il y a des autorités dans ce pays? Parce que quand j'apprends qu'une société s'est installée avec parfois des non-guinéens qui font ce qu'ils veulent, mais on se demande où sommes-nous? Aujourd'hui, le problème de l'environnement est devenu un véritable problème dans ce pays. Vivement ces poursuites pour qu'on puisse arrêter cette hémorragie verte. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce sujet. Certainement, nous y reviendrons dans les prochains jours, notamment après cette rencontre ce matin au ministère des Mines et de la Géologie. L'émission continue.